Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiveYou, une version mobile aujourd'hui, puisque je vous parle de ma voiture, n'ayant absolument pas de temps en ce moment pour préparer des épisodes dignes de ce nom. La charge de travail ne fait qu'augmenter, j'ai un tiers de mon équipe en moins depuis bientôt 3 mois, pas vraiment d'espoir de remplacement imminent. Et un client qui en demande toujours plus, et si possible pour avant-hier, donc forcément ça devient très très compliqué. Donc voilà, donc les journées sont longues, très très longues, les semaines infernales, et le week-end j'essaye de récupérer un peu physiquement, moralement aussi, parce qu'au bout d'un moment commence à avoir le moral qui est attaqué. Et puis je essaye aussi de rattraper tout ce que j'ai pas pu faire le soir, parce que quand on arrive chez soi en moyenne à 21h, 21h30 tous les soirs, en étant parti à 7h voire plus tôt, il n'y a pas beaucoup de choses de la vie quotidienne qu'on a pu gérer, donc il faut bien les faire le week-end. Bref. Donc je voulais, j'arrive quand même à partir en vacances. Enfin, je sais pas que j'arrive, c'est qu'il faut que je solde mes congés comme tout le monde. Et donc voilà, je voyage généralement hors des périodes scolaires maintenant que j'ai la chance de ne plus avoir de petites têtes blondes scolarisées qui m'empêchent de partir en dehors des périodes de vacances. Donc là maintenant c'est bon. Donc là je pars donc en mai. Attendu depuis très longtemps ces vacances, puisque mes dernières journées de repos, c'était en fait la convalescence au mois de décembre après mon opération, ma chirurgie cardiaque. Donc forcément ça fait un peu longtemps, et je ne vous cache pas que je suis sur les rotules, même si j'avale des kilos de vitamines tous les jours. Voilà, au bout d'un moment les vitamines ça ne fait pas tout. Donc je pars en vacances et je voulais profiter de cet épisode un peu hors série pour vous parler des outils que j'utilise pour organiser mes vacances et mes voyages. Pour ceux qui me suivent un peu sur le streetcast dans les bouchons, vous savez que je suis amatrice de voyage et de road trip. Et donc ça demande forcément un petit peu d'organisation, puisque je organise ces voyages moi-même. J'avais eu l'occasion rapidement dans un épisode de Dans les bouchons de parler un peu sur mes outils, et je ne l'avais pas partagé sur le flux ProductiveYou, donc je voulais faire un petit tour avec vous pour vous expliquer aussi quels outils, puisque ça peut vous donner des pistes pour vous-même, pour pouvoir collecter des infos, les stocker, etc., etc. Alors la première étape, on va voir les données, les outils que j'utilise pour la collecte des données de préparation, et ensuite les outils que j'utilise pour organiser mes voyages au quotidien. Comment est-ce que je fais tout ça, où est-ce que je stocke tout ça, sous quel format, et voilà. Et puis si on a le temps, je pense que je ne serai pas arrivée encore, parce que j'ai encore 3/4 d'heure de route. Ça roule bien en ce moment, c'est formidable. Je vais avoir le temps de vous parler aussi de la partie plus technique, valise, bagage, choses comme ça, rapidement, et mon petit côté minimaliste pour la partie faire la valise. Donc premier point, donc la collecte des choses, des données, on va dire, sur le lieu où je souhaite me rendre. Alors moi, c'est quelque chose que je fais plusieurs mois avant de partir, et je fais ça, je dirais pas en dilettante, mais presque, c'est-à-dire que quand j'ai 5 minutes, plutôt que d'aller sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, je vais aller collecter des données, annoter, relever des sites ou des lieux que j'ai envie de visiter. Alors j'ai 4 sources, on va dire, que j'utilise régulièrement. La principale source, c'est mon compte TripAdvisor, puisque là c'est très pratique, on choisit sa ville et on peut donc très facilement voir un certain nombre de choses. Alors non seulement
où dormir ou manger, mais que faire, qu'aller visiter en intérieur, en extérieur, avec les enfants, en famille, tout seul. Enfin, bref, il y a pas mal de filtres qui sont créés qui permettent d'avoir déjà une bonne vision de ce qui est à faire dans son voyage. Donc il y a un petit système de signets qu'on met sur ce qu'on veut aller voir et ce qui nous permet ensuite de trouver rapidement tous les lieux sélectionnés de quelque nature que ce soit, c'est-à-dire que ce soit un musée ou un resto, vous allez tout trouver au même endroit. Vous pouvez même imprimer d'ailleurs la liste finale si vous le souhaitez. Voilà, donc ça c'est déjà la première source qui est quand même super complète, d'autant plus que l'on a les notations d'autres voyageurs qui sont quand même relativement intéressantes à connaître. Après, ça reste des notes qui sont mises librement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir acheté quelque chose ou participé à quelque chose pour mettre une note, n'importe qui peut le faire. Ce qui fait que pour, je dirais, tout ce qui est hôtel et restaurant, il faut quand même être un petit peu regardant. C'est-à-dire que regarder, surtout quand on voit de très très bonnes notations ou de très très mauvaises, le profil des gens. Si c'est une personne qui a Zouzou 22, pas de photo, un seul avis, et puis qui sait surtout créer un compte 3 jours avant de mettre, voire même 3 minutes avant de mettre un avis, il y a quand même une forte suspicion que ce soit un fake. Donc, où c'est un ennemi du restaurateur, par exemple, qui veut le descendre, ou c'est son meilleur pote, voire sa femme, voire lui-même, et il se met une super note. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est, je dirais, dans les extrêmes, comme partout d'ailleurs, et regarder les profils de ceux qui mettent ces notes extrêmes, que ce soit, je dis, très bon ou très mauvais, et plutôt se fier à des avis de voyageurs qui ont déjà posté des centaines ou des dizaines de revues, qui auront certainement une approche, qui sont des vrais voyageurs, qui ne sont pas juste là pour faire du mal ou autre. Donc voilà pour TripAdvisor. J'utilise aussi Instagram pour les paysages, ou les rues. Voilà, vous avez, si vous mettez le nom d'un pays ou d'une ville, vous allez trouver forcément tout un tas d'images que vous pouvez enregistrer, donc la fonction enregistrer d'Instagram et qu'on retrouve après, donc très pratique. Google Trip aussi, donc sur une recommandation de mon ami Matt, j'utilise donc Google Trip, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc là c'est pas mal parce qu'on peut télécharger des choses hors ligne, c'est assez pratique. Néanmoins, c'est beaucoup moins complet que TripAdvisor. Là, il y a carrément, mais pas photo. Je veux dire, il n'y a pas à se poser la question. C'est le jour et la nuit. Il y a beaucoup d'endroits que l'on trouve dans TripAdvisor avec des centaines, voire des milliers de revues qu'on trouve absolument pas dans Google Trip. On ne les connaît pas du tout. Donc c'est un petit peu frustrant. Mais bon, je vais jeter un petit coup d'œil. Donc je ne l'utilise pas en source première, on va dire. Mais c'est, comme je l'utilise à d'autres dessins, et on le verra tout à l'heure, là forcément je vais voir aussi ce que propose comme lieu de visite Google Trip. Et puis j'utilise encore des choses beaucoup plus anciennes, entre guillemets, le guide du routard par exemple, ou le guide Michelin, le guide vers Michelin, parce que ça donne quand même des avis qu'on ne trouve pas forcément sur internet. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je lis ça un peu comme un livre. Alors là, pareil, quand j'ai un peu le temps, je mets des petits stickers minuscules là, partout dans les pages. Et puis quand vient le temps de s'y mettre à l'organisation de ce voyage, je récolte les différentes sources, papier et électronique, et on y va. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fait ma collecte de données, bien derrière, je vais commencer à organiser mon road trip. Donc pour ça, je crée des cartes dans Google Maps, mais des cartes personnelles. Donc ça se crée à partir de votre Drive ou là, quand vous avez le petit plus pour créer des fichiers, vous pouvez créer une carte.
Donc pour créer sa carte, on va créer des lieux, entrer des adresses, des lieux, des noms. Alors ça marcherait bien juste avec le nom, hein. Pas besoin d'écrire l'adresse avec le code postal. En général, le lieu d'un endroit de visite ou une ville, il reconnaît tout de suite, il vous propose tout de suite plein de choses. Et puis donc je les enregistre dans mes favoris, alors soit en favoris, soit à visiter, vous mettez ça comme vous voulez. Ce qui vous permet ensuite d'avoir votre petite carte avec ou des petits drapeaux, des petites étoiles pour tout ce que vous voulez aller visiter. Et une fois que donc du coup tout est bien posé sur votre carte, c'est pas très compliqué d'organiser ensuite le trajet le plus court possible, en tout cas le plus logique possible pour éviter de faire trop de kilomètres. Une fois que vous avez tout posé sur votre carte, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc non seulement pour organiser de façon logique, mais aussi pour pouvoir calculer les distances, puisque l'outil de carte vous propose de calculer les kilomètres, et pour voir, est-ce que ça va tenir dans une journée ou pas, ou est-ce qu'il faut rester plusieurs journées à un endroit. Donc ça, c'est quand même super pratique. Alors à savoir, quand on utilise cette fonctionnalité de créer des cartes, on peut créer des itinéraires avec un maximum de 10 points, 10 destinations. Mais on peut créer plusieurs calques, donc ça s'appelle un calque, un itinéraire. On peut créer plusieurs itinéraires sur la même carte, ce qui fait que, en repartant de la fin du voyage précédent, on recommence pour créer un nouvel itinéraire, un nouveau de maximum, oui, je crois que c'est 10, 10 destinations, et puis on avance comme ça. Donc ce qui est assez pratique, puisqu'à la fin, donc on a une jolie carte avec son petit itinéraire, et puis on a tout un tas de fonctionnalités prévues dans la carte. Je vous laisse découvrir tout ça. Donc très pratique d'avoir cette petite carte pour visualiser l'ensemble de son road trip. Beaucoup moins utile évidemment quand on est en ville, parce que de la rue A à la rue B, on peut le faire, mais c'est pas forcément, c'est pas le plus pratique, on dirait. Donc j'ai ma petite carte de fête, mon itinéraire est fait, donc là je vais pouvoir attaquer la découpe jour par jour de ce que je vais faire, et puis faire mes réservations de logement. Donc 2 sources favorites pour moi, Airbnb. Airbnb, la plupart du temps, si c'est possible en tout cas, je l'utilise pour des séjours de plusieurs jours, et dans ce cas-là, en général, je vais prendre un petit appartement seul, solo. Je suis un peu sauvage, moi j'aime pas forcément partager, être chez l'habitant. Ça m'arrive pour une nuit ou deux, parce que c'est vrai qu'on peut parler avec des gens localement, blabla, tout ça, ok, très bien. Mais au-delà de 2-3 jours, je préfère avoir un petit appartement, être un peu plus libre sur mes horaires, pas être contraint par quoi que ce soit, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc Airbnb du coup, et ensuite pour tout ce qui est hôtel, je passe quasiment essentiellement par Booking. En tout cas, toutes mes recherches, je les fais sur Booking. Parfois, la réservation elle-même, on ne peut pas la faire via Booking, et il nous renvoie du coup sur le site de la chaîne hôtelière. Donc très bien, mais donc du coup au maximum, je réserve par Booking. Alors moi j'y vais plusieurs avantages. Déjà, on a tout ou presque au même endroit en termes de réservation. Il nous met une petite timeline avec tous les jours de notre voyage, donc on se rend compte si jamais il y a un trou dans la raquette, on a oublié un jour, il se voit tout de suite, ça se voit dans la timeline, il y a un petit trou. En plus, ils offrent généralement beaucoup d'options. Alors, demi-pension, pension, une chambre, simple, double, vous avez tout ça qui est généralement détaillé dans l'endroit où on réserve, avec les tarifs. Et autre avantage que je trouve non négligeable, c'est le fait de pouvoir ne pas payer tout de suite. Donc soit un peu plus tard, soit carrément quand on est sur place. Et moi je trouve ça assez intéressant, parce que déjà on peut annuler à la dernière minute au cas où il nous arrive un truc, ça peut arriver. Mais c'est surtout que quand je fais mon road trip, parfois je réserve au fur et à mesure. Et puis soudainement, je sais pas, je me rends compte que finalement ça serait mieux que je fasse ça dans un autre sens, ou je me rends compte qu'il y a un endroit où il faut absolument que j'y sois à telle date parce qu'il y a un spectacle ou parce qu'il s'y passe un événement particulier. Du coup, il faut que je retravaille un petit peu mon parcours. Donc du coup, là, je peux annuler tout de suite sans frais, rebooker autre chose, remodifier, donc c'est assez pratique. Alors tout n'est pas payable comme ça en différé.
Mais bon, comme je m'y prends généralement suffisamment à l'avance, même ceux sur lesquels on doit immédiatement ou verser des arts ou payer la totalité, je dirais c'est suffisamment longtemps à l'avance pour que je puisse annuler sans avoir de pénalité, justement. Voilà. Donc voilà pour la réservation des hôtels, donc ça c'est fait. Alors j'utilise Google Trip, je le disais tout à l'heure, pour pouvoir aussi enregistrer le mail de confirmation. Donc si tout est dans Booking, c'est parfait, hein, je veux dire, on ne se prend pas le chou, tout est dans Booking. Par contre, si je prends un mix entre Booking, Airbnb et par exemple une chaîne hôtelière qui ne pouvait pas être dans Booking, forcément je vais avoir 3 sources de stockage potentiel de mes réservations. Donc la bonne idée de mon ami Matt, c'était d'utiliser Google Trip, et si donc vous recevez les choses via votre adresse Gmail, Google va donc scanner votre boîte mail sur le voyage que vous avez indiqué entre telle période et telle période. Il va vous le remonter dans votre application Google Trip, et du coup vous allez récupérer vos réservations d'hôtel, mais aussi vos réservations de train ou d'avion qui remontent aussi dans Google Trip sur un seul petit onglet, et du coup on voit absolument toutes ces réservations. Sauf, ou alors j'ai encore pas compris un truc, sauf celle de Airbnb. Donc si quelqu'un, appelle au peuple, si quelqu'un sait comment on fait, dites-le moi. Parce que moi je n'ai encore pas trouvé comment intégrer mes réservations Airbnb dans Google Trip. Il veut pas. Ça, j'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas. Mais enfin pour le reste ça fonctionne très très bien, et c'est extrêmement pratique d'avoir tout au même endroit. Donc voilà, donc mes chambres sont réservées. Après je vais faire évidemment des réservations de voitures ou de choses comme ça la plupart du temps. Moi je passe par un site qui s'appelle PSP, qui est conseillé par... c'est le Routard qui m'a fait découvrir ce site-là. Donc je l'ai utilisé pour mon voyage à Boston, pour mon voyage au Canada, et là aussi pour mon voyage en Écosse. Donc voilà, il y a un petit code de réduction quand on arrive par le Routard, mais voilà, c'est un peu un agrégateur, donc on tombe sur plusieurs marques différentes, c'est pas juste Avis ou Hertz ou autre. Donc bon, jusque là, so far so good, pas de mauvaise surprise. On fait bien attention à tout ce qui est assurance liée au voyage, et donc pour ceux qui sont porteurs de visa, carte Visa ou carte American Express, et je pense que sur une Mastercard c'est la même chose, vous avez des garanties qui sont incluses avec votre carte, donc renseignez-vous, vous pouvez même les imprimer sur le site de votre carte de paiement, ce qui vous évite de devoir payer en double des assurances, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement pour louer sa voiture on a toujours un prix d'appel super intéressant, surtout quand on book en ligne. Et puis quand on arrive pour récupérer ses clés, là on vous explique que vous n'êtes pas assuré pour ci, pour ça, pour machin, pour truc, pour bidule, ce qui est fort embêtant. Vous ne savez pas si c'est vrai ou si c'est juste un arracheur de dents que vous avez en face de vous, et dans le doute, bien souvent on paye des trucs et pour se rendre compte après que ça ne servait à rien. Donc là, en se renseignant un petit peu en avance et en imprimant surtout la feuille de garantie voiture de location qui est proposée sur le site de votre carte de paiement, je le répète, vous allez voir tout de suite en fonction de votre carte ce que vous avez de couvert de base si vous payez avec toutes les assurances qui sont incluses, et que vous n'avez pas besoin de reprendre. Par contre, vous avez aussi la liste des assurances qu'il faut prendre, ou en tout cas qu'on vous suggère de prendre, parce que vous n'êtes pas couvert par votre carte. Donc après, ça dépend de votre type de carte, Silver, Gold, Platinum, et j'en passe, bien évidemment. Donc je vous invite vraiment à le faire, et si vous avez plusieurs cartes, donc du coup de faire votre paiement de réservation de voiture avec la carte qui vous offre le plus de couverture. Moi, entre la Visa Premier et la Visa Premier du LCL et mon American Express Air France Gold, c'est l'Amex qui est beaucoup plus offre plus de garanties pour la voiture. Donc voilà, donc la voiture elle est bookée, tout ça. Donc après, je vais aller plus dans le détail de l'organisation de mes journées. J'ai les grandes lignes, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc tout ça, je vais le noter, bien évidemment, quelque part. Et donc je le note
dans Evernote. Il y a dans Evernote une série de templates pour l'organisation des voyages qui est super bien fait. Donc si vous cherchez dans Evernote, je pense que ça s'appelle Trip Organization ou un truc qui ressemble à ça, vous allez voir un pack. Alors il y a beaucoup de templates, moi je n'utilise pas forcément tous, mais enfin en tout cas je vais vous expliquer ce que j'utilise. Alors j'en utilise un qui s'appelle Trip Inspiration, où c'est là que je vais collecter les noms des lieux que je veux aller visiter. Je vous ai expliqué, je mets des stickers, je mets des signets à droite à gauche. À un moment, il faut bien que je fasse une liste de ce que je veux aller faire. Et donc, je retrouve tout dans un même endroit. Et l'endroit où je remets tout ça, c'est donc dans cette fiche Trip Inspiration dans Evernote. Ensuite, quand j'en suis à faire mon programme quotidien, mais plutôt pas détaillé, tel jour je vais aller là, tel jour je vais aller là. Là, j'utilise un autre template d'Evernote qui me permet de créer jour par jour, matin après-midi. Il n'y a pas un grand détail de ce que je vais faire matin après-midi, mais je note déjà un premier niveau d'information, dans quelle ville je vais être, où je vais dormir, et donc voilà, qu'est-ce que je vais faire en gros, matin après-midi. Je peux noter aussi, moi je me suis utilisé une petite colonne spécifique dans ce template, donc ça s'appelle le calendar de mémoire, Trip Calendar. Et je mets aussi les kilomètres que je dois faire dans la journée en global, le nombre d'heures aussi de conduite, de façon à pouvoir organiser plus facilement d'un jour sur l'autre, à quelle heure il faut se lever, à quelle heure il faut partir, etc. Et puis une fois que donc, j'ai fait mon planning général, je vais aller plus dans le détail de la journée. Si je suis dans une ville, là on va passer 3 jours à Édimbourg, forcément je vais être à Édimbourg matin après-midi pendant 3 jours, mais ensuite je vais faire un itinéraire quotidien, un programme quotidien. Donc là pareil, j'ai un autre template par jour, où je vais dire là par contre heure par heure, enfin en tout cas par tranche d'heure, qu'est-ce que je vais faire. Et là je vais aller dans un détail assez fin, c'est-à-dire que je vais ajouter des liens vers le site internet qui parle de cet endroit par exemple. Si je dois faire une réservation pour quelque chose, par exemple là je vais aller visiter de nuit Édimbourg, les quartiers hantés, enfin bon bref, j'ai une réservation pour ça qui est dans mon Evernote, et je vais donc créer un lien entre la note de mon programme quotidien excusez-moi, et la note de ma réservation. Voilà. Et je mets aussi les horaires d'ouverture des endroits où je veux aller. Donc le but de ces horaires, c'est déjà de savoir à quelle heure on doit se pointer d'un pays à l'autre. Les ouvertures de musées ou de choses comme ça, c'est vraiment pas la même chose. Donc rien ne sert de se lever très tôt si ça ouvre à 10h ou inversement d'y aller pas trop tard quand c'est les heures de pointe. Et puis ça me permet aussi de la flexibilité dans la réorganisation de mes journées, parce que même si je fais un calendrier, sur 15 jours de voyage, il n'est encore jamais arrivé de respecter 100% de mon agenda. Si j'organise, je sais pas, je dis le matin je vais au musée et l'après-midi faire le jardin botanique, et puis qu'en fait c'est le matin qui va faire beau et l'après-midi va pleuvoir, forcément je vais inverser. Donc je peux inverser à l'intérieur d'une journée, mais aussi à l'intérieur d'une semaine, en fonction de la météo, bien souvent. Je vais pouvoir réorganiser complètement mon planning. Par contre, la journée va rester certainement fixe, mais en ayant déjà sous la main, sans avoir à me connecter sur 15 sites, les horaires d'ouverture, les jours d'ouverture, etc., et j'en passe, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà pourquoi je note toutes ces informations au préalable. Le prix aussi, puisque comme ça après je fais mon budget voyage, je n'ai plus qu'à collecter le prix des entrées. Je me renseigne pour savoir si on peut acheter des passes Explorer Pass ou City Pass ou ce qu'on veut, qui permet d'avoir donc des entrées ensuite directes en billets coupe-fil sur un certain nombre de musées, de châteaux, d'attractions et j'en passe. Ça c'est assez pratique. Voilà, donc du coup j'ai vraiment mon petit template jour par jour. Alors dans les templates qui sont fournis par Evernote, par type de template, il y a plein de cases supplémentaires. Il y a plein de tableaux. Typiquement, par exemple, si je prends le daily planning, vous allez avoir donc une case pour mettre la date, pour mettre la météo, pour mettre les notes, pour mettre la liste de ce qu'il faut emmener par jour, les choses qu'il faut se rappeler, les photos qu'on veut y stocker, une carte,
le planning évidemment, les trucs principaux, enfin bref, le machin il peut faire 15 pages si on veut. Moi je l'expurge un peu de tout ça. Hein. Je mets la carte par contre, alors ça oui, donc je retourne dans mon Google, ma carte Google Maps, et donc je fais des captures d'écran de la zone que je vais visiter jour par jour, que j'insère dans mon Evernote. Déjà, ça me donne une petite visualisation de la journée. Hein. Moi qui roule, est-ce que je vais au nord, à l'ouest, est-ce que ça va être long, est-ce que ça tournicote, voilà. Ça me donne une idée avant de partir. C'est assez utile aussi quand on se retrouve dans des endroits où il n'y a pas de réseau du tout et que du coup le GPS, il marche pas. Et notamment quand j'étais au Québec, au mois de septembre, octobre, ça m'a servi, hein, parce que il y avait des moments où le GPS qu'on m'avait fourni avec ma voiture, il n'y avait rien à faire. Le truc, il trouvait pas le satellite, hein, il n'y avait rien à faire. Du coup, heureusement que j'avais cette petite carte, mais alors elle n'est pas très détaillée, hein, parce qu'elle est vraiment je l'imprime en tout petit. Ou en tout cas je l'intègre en tout petit dans ma note Evernote, mais voilà, ça peut me donner une direction si je croise une route, ah oui, quelle ville, voilà, où aller si jamais je ne sais pas me guider avec les outils numériques, parce que il y a encore des endroits sur la planète où ça capte mal, faut pas croire. Donc voilà. Que dire? Ah oui, au niveau de l'organisation des journées, on peut aussi utiliser Google Trip, puisque quand on télécharge un lieu, une ville, généralement dans Google Trip, il vous fait lui-même, en fonction des endroits qu'on a sélectionnés dans l'application, et même si on n'en a pas sélectionné, il va vous faire quand même une petite sélection des choses, des top trucs à voir, et il vous propose, en fonction du nombre de jours où vous restez, des petits programmes quotidiens. Donc c'est pas mal. Alors c'est pas mal si vous restez dans la zone définie. Alors je m'explique. Là j'ai mon voyage en Écosse et donc je vais visiter plusieurs villes. Je vais visiter Édimbourg, Glasgow, Inverness, tout un tas d'autres. Donc à chaque fois j'ai noté dans mon Google Trip là où je voulais aller. Du coup j'ai des cartes, ou en tout cas des packages avec les informations locales que je peux télécharger pour les avoir en local sur ma tablette ou mon téléphone. Jusque là tout va bien. Et donc par ville, on va dire Glasgow, Édimbourg, je peux sélectionner les choses que je veux faire. Voilà, jusque là, donc ça apparaît sur une petite carte Google Maps, les petits endroits que j'ai sélectionnés, hein, vu que tout ça c'est fait avec mon compte Gmail, hein, tout est bien synchronisé entre eux, jusque-là, tout va bien. Sauf que, si dans la même journée, je veux aller voir, donc par exemple si je prends Glasgow-Édimbourg, c'est pas très loin l'un de l'autre. Mettons que je veux faire un truc le matin à Édimbourg, et puis dans la journée, faire une chose qui va être plutôt dans la zone géographique définie par Google de Glasgow, je ne peux pas le faire dans l'application, je ne peux pas créer ma journée avec des lieux qui sont comme ça répartis sur 2 endroits différents. En tout cas, je n'ai pas trouvé comment le faire. Donc si quelqu'un a trouvé l'astuce, je suis hyper preneuse là parce que du coup ça me simplifierait bien la vie. Donc du coup, je ne vois pas un grand intérêt d'utiliser l'application Google Trip pour planifier mes voyages quotidiens. À partir du moment où dans un road trip, par définition, on bouge. Par contre, ce qui est pratique, c'est vraiment si on reste dans la même zone géographique, donc dans une même ville, puisque là donc il vous propose des journées comme je disais, et non seulement il vous les propose, mais en plus vous pouvez éditer les propositions pour rajouter des choses, en enlever, changer, bref. Donc c'est quand même super pratique. Mais il faut vraiment, vous êtes à Paris, vous ne bougez pas de Paris, ça va être génial. Mais si vous devez bouger sur une même journée, du coup, vous pouvez pas, ou alors vous devez créer des itinéraires quotidiens séparés par ville, ce qui n'est pas très moyen. Voilà, c'est pas terrible. Voilà pour la partie itinéraire. Je crois que je vous ai presque tout dit sur mon organisation. Ah oui, alors toutes ces choses que j'ai mis dans Evernote, ensuite je fais une impression papier que je mets dans un lutin. Alors j'ai beau être très digital sur plein de choses, j'ai toujours la crainte que, on me vole mes affaires. Du coup j'ai tout mon matériel électronique qui disparaît. Et là,
plus rien, j'ai plus rien. Donc là, je me dis une petite version papier, ça mange pas de pain. Alors, je l'imprime en petit, 2 pages par feuille. Enfin bon, bref, je fais un truc pour que ça soit le moins de papier possible et que ça prenne pas trop de place. Mais c'est quand même assez utile. Donc j'ai toujours une impression, comme mes certificats d'assurance aussi, d'ailleurs, j'ai toujours une version papier dans ce même petit lutin, qui généralement, je le laisse dans la voiture, puisque c'est là qui va être le plus utile. Voilà, quoi vous dire d'autre? Donc là, je pense que j'ai fait le tour des outils numériques. Donc, on résume, il y a TripAdvisor, il y a Airbnb, Booking, Google Trip, Google Maps, Evernote. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des outils numériques, en tout cas, que j'utilise pour faire mes cartes. Enfin, pour organiser mes road trips. Et puis ensuite, en termes de bagages, j'essaye de faire super light. Je voyage au maximum avec le moins de choses possible. Et ce qu'il y a de bien, c'est que de voyage en voyage, en fait, j'apprends à en enlever encore plus, ou en emmener encore moins, comme on veut. Et à privilégier énormément. Alors je me dis, voilà, je fais des road trips, c'est pas pour faire le défilé de mode tous les soirs. Donc j'ai pas besoin de 50 tenues fancy pour le soir, un truc pantalon noir, petite chemise noire, ça ira très bien. Et puis pour le reste du temps, je vais être en jean ou en pantalon de rando, léger, facile à laver, avec des petits hauts, des trucs thermiques, ou en tout cas adaptés à la saison et au pays où je vais, plutôt léger, qui se lavent facilement à la main ou en laverie, qui sèchent vite surtout. Là je teste d'ailleurs les petits pulls en laine mérinos, mais des pulls très fins, parce que je ne vais pas non plus en Sibérie. Et du coup, voilà, c'est une tentative. J'ai vu ça plusieurs fois sur des chaînes de youtubeurs voyageurs, comme quoi c'était vraiment top, léger, anti-odeur, antibactérien, sèche vite, total, hyper pratique, ça tient chaud. Donc j'en ai acheté 2 pour tester. Voilà, on verra ce que ça dit, je vous dirai ça plus tard au cours du voyage. Et puis voilà, je range tout dans des packings cubes là, donc j'en ai plein. Un pour les dessus, un pour les dessous, un pour les pantalons, un pour les hauts. Et puis voilà, la valise elle est super clean, il y a même plein de place qui reste, je vais pouvoir ramener du whisky. Yes. Donc pour ceux qui souhaitent suivre mon voyage en direct, il faut se connecter sur le flux dans les bouchons, puisque c'est là que je partage mes voyages. Et j'essaye de faire un épisode quotidien de ce que j'ai vu. Donc j'ai prévu de faire la même chose, on verra si j'arrive à m'y tenir. Et puis pour les autres qui restent sur le flux Productivio uniquement, on se retrouvera au mois de juin, puisque là je pars 15 jours et donc je reviens début juin. Et on reprendra la série des épisodes comme d'habitude, en espérant que je sois un tout petit peu moins chargée professionnellement pour avoir un peu plus de temps à passer avec vous. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir écouté et je vous dis à tous à très vite. Bye bye.